C'est un réel plaisir, mesdames et messieurs, qui nous suivez sur cette plateforme de la télévision Renaissance. C'est le rendez-vous du journal en français. Ce journal peut être consulté également sur le compte de la télé Renaissance et de YouTube. Et les titres pour commencer ce journal: la situation des droits de l'homme est restée préoccupante au Burundi. L'action chrétienne pour l'abolition de la torture et ACAT relève des dizaines de cas d'assassinat. Parmi les auteurs et les membres de la milice Imbonerakure du parti de Pierre Nkurunziza. Plus de caution pour secourir les camps d'urgence et d'accident. La bonne nouvelle ressort de la déclaration du ministre de la Santé, Tade Ndikumana. Et le parti Sawanya Frodebu se prépare pour participer aux élections de 2020. La seule voie pour accéder au pouvoir, comme le dit Laurence Ngendakumana. Pourtant, d'autres pressent pour initier d'abord un dialogue qui aboutirait aux élections inclusives. Le développement dans un instant de ce journal. Débutons ce journal par cette page politique. Le parti Sawanya Frodebu participera aux élections de 2020 car pour ce parti, il n'y a pas d'autre moyen d'accéder au pouvoir. L'annonce a été faite par le vice-président de ce parti, Laurence Ngendakumana. Les priorités sera de montrer à la population comment accroître la production et devenir autonome car la démocratie est impossible pour un peuple meurtri par la faim et le chômage. Écoutez Laurence Ngendakumana. Depuis sa création, le parti Frodebu croit que les élections libres et transparentes constituent le seul mode d'accession et de passation du pouvoir. La population doit élire ses représentants librement et sans pression. Pour dire que nous ne reconnaissons aucune autre voie. Nous avons déjà pris cette décision et elle est irréversible. Nous allons participer aux élections. Au parti Sawanya Frodebu, nous continuons la lutte que nous avons engagée depuis la création du parti dans la clandestinité. L'instauration de la démocratie au Burundi. Notre objectif est de créer au Burundi un État régi par des lois et des devoirs, pas n'importe lesquels, des lois qui cherchent du bien pour le peuple. Aussi, nous avons besoin de créer au Burundi des opportunités d'emploi et un partage équitable du revenu, sans qu'il y ait un enfant chéri et un enfant mal aimé. Pour le moment, il y a ceux qui sont exploités par les autres. Il y a un petit groupe qui a plus de 95% des richesses de la nation. Si jamais on ne parvient pas à créer des activités génératrices de revenus dans différents secteurs, surtout dans le secteur agropastoral, le secteur des affaires, dans le tourisme, si on ne parvient pas à accroître la production de façon remarquable et qu'on ne crée pas un environnement propice aux investisseurs potentiels, la démocratie n'est pas viable. Aucun pays au monde n'a pu être démocratique alors que le chômage est endémique, la faim chronique et que la division est érigée en mode de vie. C'est impossible. La pauvreté et le chômage font que la personne n'a pris de principes auxquels il croit. Nous allons nous baser sur cela pour voir comment augmenter la production afin de rendre les gens autonomes. Le dialogue avant toute chose pour assainir le climat politique au Burundi, un dialogue qui reste toujours une voie privilégiée malgré qu'une partie en conflit qui est le gouvernement du Burundi se soit toujours montré réticent, s'inspirant de l'expérience d'ailleurs. David Gakunzi, écrivain burundais, précise que ce n'est pas qu'une partie en conflit ne veut pas négocier que tous les Burundais se rangent derrière cette idée. Il revient à ceux qui veulent un dialogue de trouver tous les moyens possibles pour contraindre cette partie de l'accepter. Sinon, ce n'est plus un secret à personne. La crise burundaise a déjà affecté la région. David Gakunzi. Ce n'est pas parce que celui qui est au pouvoir refuse le dialogue qu'on doit aller sur son agenda, qu'on doit faire comme lui il veut. Ce n'est pas à lui de décider ce que le Burundi doit faire, comment le Burundi doit sortir de cela. C'est à nous de créer un rapport de force politique qui fera que ceux qui ne veulent pas du dialogue aujourd'hui soient obligés d'aller négocier. Vous savez, regardez le régime d'apartheid, comment le régime d'apartheid est tombé. Il y a eu évidemment un rapport de force sur le terrain, etc. Mais après, quand Mandela parlait de dialogue, quand il était en prison, ses camarades ne voulaient pas l'écouter. Il est resté même en froid pendant des années avec Mbeki, le père de Thabo Mbeki, pendant une année, parce qu'ils ne s'entendaient pas sur cette question-là. Mais Mandela disait, au bout, on devra toujours se retrouver autour d'une table de négociation.
Mais comment le faire? C'est en créant un rapport de force politique. Il faut isoler, continuer le travail d'isolement diplomatique du régime. Il faut faire un travail de pression sur les gens qui est de ce régime-là. Il faut continuer le travail que vous faites d'information de tous les Burundais, parce qu'il y a plein de Burundais aujourd'hui qui sans doute soutiennent ce régime-là, soit par la peur, ou soit parce qu'ils sont manipulés, ou par des intérêts particuliers. Mais vous savez, face à un régime totalitaire, le combat est toujours long. Il n'y a pas de raccourci pour combattre un régime. Ceux qui vous parleront de raccourcis, de voies rapides, c'est souvent des aventuriers, hein, et souvent qui ne sont pas prêts à aller devant les autres pour payer le prix du sang dont ils vont vous... Il faut savoir que la politique, ce n'est pas ce que l'on souhaite seulement, c'est ce qu'on peut faire. C'est comment on crée un rapport de force politique pour faire avancer les choses. Quand vous avez des pouvoirs comme celui-là, des pouvoirs totalitaires, des pouvoirs qui utilisent l'ethnicité comme idéologie, ça finit toujours par déborder. On l'a vu ici en 1994, quand il y a eu le génocide. Après, on a vu comment les Interahamwe sont partis commettre les mêmes violences dans le Kivu, par exemple. Donc c'est quelque chose qui était prévisible. Et je pense que c'est une question qui concerne tout le monde. Vous savez, quand il y a des situations comme celle-là, ça va au-delà des citoyens qui sont directement concernés. Ça concerne, et surtout quand on a des voix qui parlent aussi de génocide, quand on a des discours d'incitation au génocide, ça va au-delà des Burundais, ça concerne l'Afrique, ça concerne le monde. Et je pense qu'il est dans l'intérêt de toute la région d'arriver à aider et à trouver une solution. Et nous les Burundais, on a le premier devoir, il ne faut pas l'oublier, on ne peut pas dire on attend que les autres viennent résoudre cette question à notre place. Comme on dit, même si je suis athée, aide-toi, le ciel t'aidera. Et je pense qu'on doit absolument d'abord comprendre que notre destin est dans nos mains. On a beaucoup fait, on est un peuple fort, ça il ne faut pas oublier, on est fort, hein, on a traversé beaucoup de choses. Mais il faut aussi s'interroger des fois en disant qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on peut améliorer. Et surtout se dire, ne pas se résigner, se dire on ne peut pas accepter ça. Et on doit tout faire. Si nous arrivons à nous mettre ensemble en disant on doit tout faire pour avoir notre pays, que ça devienne un pays normal, je ne vois pas comment on n'arriverait pas à faire en sorte que les choses changent. Vous saurez que 14 organisations de la société civile burundaise ont adressé une correspondance au président de l'Union africaine, Moussa Faki Mohamed, lui demandant de chercher un autre médiateur du conflit burundais. Ces organisations lui ont rappelé que l'échec de l'EAC est dû aux intérêts de certains pays de l'EAC, qu'il faut donc trouver un neutre pour réconcilier les Burundais. La campagne Iwido Hanze lancée par l'ONG locale Parsem alerte sur l'extrême pauvreté qui ne cesse de s'accroître, et surtout dans les 10 dernières années. Faustin Ndikumana, président de la Parsem, parle des conséquences qui se manifestent presque dans tous les secteurs de la vie nationale. L'État ne parvient plus à s'acquitter des charges publiques, manipulation de la jeunesse, pour ne citer que cela. Parsem appelle chacun au réveil de conscience pour changer la situation qui tend à engloutir le pays. Suivez Faustin Ndikumana, il est président de la Parsem. Actuellement, tous les experts s'accordent à dire dans leurs projections qu'environ 7 Burundais sur 10 vivent en dessous du seuil de pauvreté en dollars par jour. Ça veut dire environ 70%. Alors que dans d'autres pays, si le taux de pauvreté dépasse 30%, c'est déjà l'alerte. La récente publication de l'ISTEBU sur la pauvreté, juste avant l'éclatement de la crise inquiète, donne du tournis. Et le taux de pauvreté monétaire était à 64%. Et le revenu de la catégorie de la population la plus pauvre était inférieur à 25% du seuil de la pauvreté. Avec des provinces qui dépassent la moyenne nationale, comme la province de Muyinga, 84%, Luigi, 84%, Gitega, 79%, Changu, 78%, Kayanza, 77%, Kirundo, 76%, Karudi, 74%, Rutana, 69%. Et le taux de pauvreté en conditions de vie, il était estimé aussi à 64%, et 10 provinces dépassent la moyenne nationale.
Kirundo 87%, Changuzo 86%, Ruyigi 85%, Karusi 81%, Gitega 78%, Muyinga 73%, Bubanza 72%, Kayanza 70%, Lutana 69% et Muramvia 68%. Alors, quelle est l'évolution aussi? En 2006, d'après l'enquête faite aussi et au mois de l'élaboration du CCRP1, le taux de pauvreté monétaire était à 67% et l'indice de profondeur de la pauvreté aussi était à 23%. Avec 82% à Kirundo, c'était le taux de pauvreté le plus élevé. Imaginez alors, aujourd'hui, on a un taux de pauvreté qui a voisin 70%, alors qu'en 2006, c'était à 67%. Ça veut dire que 12 ans après, la pauvreté ne recule pas au Burundi, plutôt elle semble augmenter. C'est déjà inquiétant, c'est l'alerte, Parsem alerte tout le monde. Et les manifestations de cette pauvreté ne manquent pas de conséquences. D'abord au niveau économique et social. Ce sont les effectifs des abandons scolaires qui sont très élevés, qui augmentent de plus en plus. Le trafic d'êtres humains en augmentation, le désespoir, les réfugiés économiques qui augmentent, la malnutrition, l'habitat dérisoire et jeunes qui laissent à désirer avec les maladies des messages comme le choléra, la quasi-exclusion d'une grande partie de la population des principaux marchés, notamment le marché du travail, le marché des biens et services et le marché monétaire et financier. Et il y a un risque évident de disparition complète de la classe moyenne des citoyens libres. Droits de l'homme à présent, 26 personnes ont été assassinées, 3 portées disparues, 91 arrêtées arbitrairement et 16 autres qui ont été torturées. Ceci est contenu dans le rapport mensuel de la CAT du mois de mars, comme l'indique Augustin Nimubona, chargé de la communication. La CAT Burundi demande à la communauté internationale de rester vigilant face à cette violation des droits de l'homme, d'autant plus que les radios BBC et VOA qui dénonçaient ces crimes sont interdites d'émettre au Burundi. Suivez Augustin Nimouane. Pour ce mois de mars 2019, 26 cas d'assassinat ont été répertoriés par ACAT Burundi, 3 cas d'enlèvement, 91 cas d'arrestation arbitraire, ainsi que 16 cas d'atteinte à l'intégrité physique, dont 14 personnes qui ont été torturées par ces mêmes Imbonerakure. La CAT Burundi constate que des corps sans vie sont retrouvés partout dans tout le pays, et notamment par exemple à Kayero, en commune Mpinga Kayove, de la province de Rutana, et à Karuzi, où une fille enceinte âgée de 17 ans a été poignardée par un Imbonerakure du nom d'Eric Nibimba, et qui est également soupçonné d'avoir engrossé cette fille. Et des cas aussi d'enlèvement ont été répertoriés, notamment le cas d'Eric Nirugira, qui est un militant du Congrès national pour la liberté, vivant en colline et Kagazi, la commune de Gombo, province de Chibitoke, et qui a été enlevé chez lui par des Imbonerakure, et que jusqu'à présent sa famille ignore l'endroit où il est, ou s'il est encore vivant ou mort. Et plusieurs personnes aussi ont été arrêtées illégalement, d'autres torturées. Il s'agit par exemple de Pierre Ndikuliyo, de Jonas Sekubwayo et de Ntirampeba, tous membres du parti d'Agatogwasa. Et en commune de Gihanga aussi, en province de Bubanza, deux militants du Congrès national pour la liberté ont été aussi arrêtés par les policiers. Ils ont été mis au cachot de la brigade de Gihanga. Ils ont été aussi accusés d'avoir tenu une réunion illégale. Après tout cela, la CAT Burundi demande au gouvernement de Burundi d'ouvrir et de déverrouiller les espaces publics et de laisser les membres des partis politiques de l'opposition jouir des mêmes droits que le CNDD-FDD. La CAT demande aussi à la communauté est-africaine de respecter les droits internationaux liés aux réfugiés, notamment dans les pays comme l'Ouganda et la Tanzanie. La demande enfin à la communauté internationale de rester vigilant par rapport à la recrudescence des violations des droits de l'homme au Burundi et de veiller à la liberté de presse au regard de récentes mesures d'interdiction des radios internationales comme la BBC et la Voix d'Amérique. ACAT Burundi précise qu'il n'y a pas de changement, la situation reste préoccupante. Il en appelle à tout un chacun à la vigilance pour se protéger contre ces crimes. Encore une fois, suivez Augustin Nimouane. À voir les rapports que nous produisons de mois en mois,
nous voyons que les choses, au lieu de s'améliorer, vont de pire en pire. Nous remarquons aussi que même les réfugiés qui ont déjà quitté le Burundi sont arrêtés, même dans les camps, dans les cas de réfugiés, notamment en Tanzanie, où ils sont arrêtés par des gens en tenue policière de la Tanzanie, mais qui par après disparaissent complètement. On ne savait pas si ce ne sont pas des Imbonerakure qui se déguisent en policiers tanzaniens, mais qui arrêtent ces gens-là et qui les fait disparaître complètement ou les fait retourner au Burundi pour être assassinés ou quoi. À vrai dire, les choses au Burundi ne s'améliorent pas. Ce qui est évident, c'est que même les réfugiés continuent à quitter le Burundi. Le Burundi continue de fuir. Avant de clore ce journal, c'est une bonne nouvelle. Les hôpitaux n'exigent plus de caution avant d'accueillir et de soigner une personne accidentée. Le constat, l'annonce est plutôt du ministre de la Santé, Dr Tade Ndikumana. Il l'a dit à l'issue d'une visite qu'il a effectuée dans des hôpitaux de la mairie de Bujumbura. Nous avons visité aujourd'hui les principaux hôpitaux de Bujumbura. La première chose que nous voulions vérifier est que si tous les hôpitaux respectent la directive d'accueillir toutes les personnes victimes d'accidents et de les soigner dans les 48 heures qui suivent sans exiger de caution. Vous avez vous-même constaté qu'ils ont mis en œuvre l'appel que nous leur avons lancé. Et l'on peut même constater que dans les rues, les victimes d'accidents ne sont pas laissées à elles-mêmes. On en était arrivé au stade où, au lieu d'assister une personne dans le besoin, comme dans la coutume burundaise, et d'emmener la personne à l'hôpital, les gens avaient peur en se disant que l'hôpital allait leur demander de l'argent. Maintenant, c'est une bonne chose que la tradition soit revenue, où les gens se prêtent assistance quand leur semblable a un problème ou un accident. On a donc vu que les hôpitaux n'exigent plus de caution. On est heureux de constater que même ici, l'hôpital Kira, qui est privé, même si l'État y est actionnaire, eux aussi respectent notre appel. L'autre chose, c'était de voir comment les patients sont accueillis. Parce qu'il y a quelques jours, des patients se lamentaient contre certains hôpitaux en disant qu'ils sont maltraités et qu'ils sont victimes de propos malveillants, mais nous avons constaté qu'il y a une nette amélioration. Nous remercions donc les médecins qui ont renoué avec le bon principe de soigner en mettant en avant les malades pour que ces derniers soient par la suite nos témoins. Voilà, mesdames et messieurs, c'est ici que prend fin ce journal. Merci de nous avoir suivis. Au revoir et à la prochaine.